Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 5 octobre 2017. Vous suivez le 13h, dont voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Washington, aux États-Unis, dans la soirée d'hier samedi. Le chef de l'État prendra part à la cérémonie de signature de l'accord de don de plus de 300 milliards de francs CFA du MCC à la Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous parlerons de la mort, du business autour de la mort. Un business rentable depuis l'enlèvement de la dépouille jusqu'à l'inhumation. Si les parents du défunt croupissent sous le poids des dépenses, plusieurs personnes par contre se frottent les mains. Le Libéria vit au rythme des événements de ces derniers jours. L'arrêt des activités de campagne pour le second tour de l'élection présidentielle met à mal les activités économiques à Monrovia. Vous le verrez en toute fin de journal. La troisième édition du Salon international de l'originalité d'Abidjan, Orijiji 2017, a refermé ses portes le 27 octobre dernier, ici même à Cocody. Pendant 3 jours, le salon s'est penché sur les problèmes liés à la contrefaçon en Afrique, avec pour thème principal la sensibilisation sur l'originalité des produits et services comme moteur de développement pour une Afrique émergente. Pour en parler, nous recevrons dans le cadre du magazine du dimanche Armand Desamours Engourand. Il est journaliste, responsable de la communication du salon Orijiji. Bonjour Desamours. Bonjour monsieur Eliane. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. On se retrouve dans 30 minutes. Merci. Pour parler Orijiji. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous le disais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier matin pour Washington, aux États-Unis d'Amérique, où aura lieu la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC, le Millennium Challenge Corporation, à la Côte d'Ivoire, donc qui s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. Et vous le voyez là en image, le chef de l'État a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Koulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Et le président Alassane Ouattara est donc arrivé à Washington hier samedi aux environs de 19h heure locale, soit 23h temps universel. Le chef de l'État est donc aux États-Unis d'Amérique pour prendre part, je le disais, à la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC à la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin depuis Washington. Après le bond qualitatif qui la propulse désormais du 142e au 139e rang dans le cadre de Doing Business pour compter de l'année 2018, la Côte d'Ivoire est en passe d'obtenir un autre challenge, celui de son programme Compact approuvé par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation. Cet accord de don de 315 milliards de francs CFA comme un autre défi à relever, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, arrivé ce samedi à Washington, aux États-Unis, en vue de sa signature, n'en est pas moins heureux. Les questions relatives à l'économie et aux finances sont maintenant du domaine du Premier ministre. Donc ce sont les premiers ministres Duncan en son temps et Amadou Gon qui viennent souvent ici. Et moi je viens pour la cérémonie de signature du MCC, qui est quelque chose de fantastique pour notre pays. Donc je suis heureux de revenir à Washington, de voir les institutions de Bretton Woods et évidemment les autorités américaines. C'est un bon moment et j'en suis très heureux. Créé en 2004 par le gouvernement des États-Unis, le Millennium Challenge Corporation accorde des subventions et une assistance aux pays en voie de développement quand ceux-ci font généralement de la lutte contre la corruption, du respect des droits de l'homme et de la démocratie leurs chevaux de bataille. Et la Côte d'Ivoire, en cette matière de bonne gouvernance, a été citée comme un exemple. Et de retour ici en Côte d'Ivoire, le décès d'un proche, d'un ami ou d'une personne autour de nous est source non seulement de tristesse, mais aussi de dépenses, de l'enlèvement de la dépouille à l'inhumation, en passant par sa conservation dans les services de pompe funèbre. Les dépenses s'élèvent à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. La prise en charge des défunts fait également appel à des métiers atypiques tels que la thanatopraxie et le conseil funéraire. Les affaires autour des décès ou le business de la mort, c'est un document signé Christelle Menant. On compte chaque année plus de 220 000 décès en Côte d'Ivoire. Le marché de la mort ne connaît pas la crise en Afrique. La mort dépouille les proches du défunt autant qu'elle enrichit les spécialistes de nos dépouilles. Thanatopracteur, marbrier, conseiller funéraire, des métiers atypiques aux emplois garantis.
en sachant que je vous reverrai bientôt. Après son enlèvement à l'hôpital ou à domicile, la dépouille est confiée aux pompes funèbres, qui s'occupent du traitement et de sa conservation. Le thanatopracteur est le premier à soigner le défunt. C'est lui qui administre le formol. Lorsque nous recevons un accidenté, selon les degrés d'accident, nous resterons le corps d'abord en fermant les points d'ouverture sur les corps. Lorsque nous avons fini de faire les points de suture dans toutes ces ouvertures, et c'est là que nous commençons maintenant le traitement proprement dit. Des manipulations qui requièrent des années d'expérience et qui ne sont pas à la portée de toutes les sensibilités. Un homme qui est sentimental ne peut pas faire ce travail. Ça, il faut qu'on se dise cela. Étant thanatopracteur, vraiment, je ne me considère pas comme une personne spéciale. C'est seulement j'ai appris le métier, j'ai aimé et je le pratique jusqu'à présent. Officiellement, une seule entreprise a la concession des activités de pompes funèbres sur le territoire du district d'Abidjan. 2 autres opérateurs y exercent cependant, sans compter les nombreux prestataires particuliers. Les coûts des prestations sont variables d'une enseigne à une autre. Pour les soins de base et une conservation moyenne de 15 jours, les dépenses vont de 100 à 450 000 francs CFA pour cette première étape avant la mise en bière. Après avoir fait le lavage, il faut maintenant mettre le corps dans un cercueil. C'est ce qu'on appelle la mise en bière. C'est une des étapes qui plombe la douloureuse. Entre l'habillage, la manutention et le cercueil, surtout, les prix peuvent se chiffrer en millions de francs CFA. De quoi augmenter la peine des proches qui, à cette étape, ne pleurent pas que leur défunt. La plupart ne savent plus où donner de la tête. Et c'est là qu'intervient le conseiller funéraire. Parce que dans les 2 jours, ça doit être livré, il va vous assurer qu'il aura des petits cercueils. Tout compte fait, vous allez avoir une remise sur les différentes prestations que vous allez avoir. Dans le business de la mort, on parle aussi de stratégie commerciale, de marketing, et on ne s'embarrasse pas de tabou. Ça reste du business. Le parent arrive, il a besoin de nous, il a les moyens pour enterrer sa maman. Ce ne serait pas, par exemple, ce type de cercueil que vous voyez aujourd'hui. Ça sera dans un autre gabarit de cercueil que nous allons lui proposer. Ça sera dans une salle VIP que nous allons lui proposer. Certaines familles achètent leur cercueil chez des fabricants indépendants, en dehors des pompes funèbres, pour des questions de coût, mais aussi de goût, souvent très personnel. Des clients qui ont promis à leurs parents de les faire voyager et ils ont toujours voulu monter dans l'avion. Ils vont monter dans leur avion pour aller au cimetière. Mais avant de se rendre au cimetière, il faut s'acquitter du droit de concession à la mairie, à la préfecture ou à l'hôtel du district pour la ville d'Abidjan. Le montant de ce droit varie en fonction de la durée de la concession, 5, 15, 30 ou 99 ans. Nous avons les tombes de 5 ans qui font 15 000, les tombes de 30 ans 90 000. Rendons-nous maintenant au cimetière. Il y en a 4 dans la ville d'Abidjan. Ceux de Port-Boué et Koumassi, fermés il y a peu, devraient bientôt rouvrir. Un 5e cimetière de 100 hectares sera aussi aménagé dans la commune de Yopougon. 11 000 personnes ont été enterrées dans le district d'Abidjan en 2016. C'est que l'espace se fait rare dans nos cimetières pour accueillir des tombes. Creuser des tombes, c'est justement le métier de Isiaka, fossoyeur au cimetière de Williamsville. La tradition lui interdit de parler quand il creuse une tombe, sous peine d'y rester. Cela fait plus de 10 ans qu'il est à ce poste. Il ne prête plus attention aux histoires de revenants qui nourrissent la psychose autour du cimetière de Williamsville. Les morts sont morts. Voilà. Donc, l'esprit est là, mais ça ne veut pas dire que, non, que le revenant est là, que tu vas à chaque moment causer avec lui. Non. Il ne faut pas avoir peur parce que tu es venu, tu vas repartir. C'est difficile pour moi de croire à ces gens de mystère, les revenants et autres là. Parce que moi je dors dans le cimetière, je ne vois rien. Moi, je ne cherche pas à voir, mais je me dis qu'il n'y a rien. Je suis logé juste à 100 mètres du bureau. Je suis là avec ma famille, avec mes enfants. Kwaku est le concierge du cimetière de Williamsville. Il gère le domaine et le personnel du cimetière. Il est aussi chargé d'accueillir les familles venues enterrer leurs morts. Au départ, c'était difficile d'être à chaque moment en train de consoler les parents et puis de les orienter, d'essayer de trouver un endroit pour qu'on enterre les défunts. C'est là qui donne l'envie même de faire le métier. Après l'enterrement, des proches viennent se recueillir sur les tombes. Des tombes qui prennent souvent des allures de palais et citadelles. Derrière ces dernières demeures chics et chères, de bienheureux artisans, des entreprises de concession mortuaire agréées par le district pour la ville d'Abidjan. Mais encore faut-il les entretenir, ces dernières demeures.
Nous demandons que les familles n'attendent pas seulement le 1er novembre pour se rendre sur le cimetière. Le monument, c'est vous qui l'entretenez. L'espace environnement, la voirie, les caniveaux, ça c'est le district. De l'enlèvement à l'enterrement, en passant par la levée de corps, les familles endeuillées dépenseraient entre 600 000 et 1 500 000 francs CFA, voire beaucoup plus. De quoi nourrir un business qui reste pourtant muet, comme une tombe, sur ses chiffres d'affaires. Mais grâce à ces métiers qui inspirent peu de vocations, chaque jour, des familles éplorées enterrent dignement et honorent la mémoire de leurs défunts. Un dossier signé Christelle Menant. Dans le département de Bongouanour, on s'achemine vers la création de quelques centaines d'emplois permanents et 1 millier d'emplois indirects. Comment? Eh bien, ce sera grâce au projet d'exploitation de la bauxite de Bénéné par la société Lagune Exploitation qui vient de signer une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, représenté par Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines. Salimatou Dia, Adamakone. Une signature de convention et le mariage est scellé entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Lagune Exploitation de Bongouanour. Une union autour de l'exploitation des gisements de bauxite localisés à Bongouanour, dans la région du Moronou. Permis d'exploitation accordé, place à la création d'emplois et de richesses pour le pays. Un gisement qui va employer à peu près 240 Ivoiriens, essentiellement, en position d'employés permanents, et avec beaucoup d'emplois indirects. Avec une production qui va osciller autour de 300 000 tonnes. Financé à hauteur de 26 milliards de francs CFA, pour une durée de 20 ans, l'exploitation de la bauxite de Bénéné se fera en 3 phases, dont la production de la bauxite calcinée. C'est une première dans notre pays. C'est la première fois que nous allons exploiter et exporter la bauxite. Ça veut dire que le potentiel minier de la Côte d'Ivoire existe. Le deuxième motif de satisfaction que nous avons dans le cadre de cette signature de convention, c'est le fait que c'est une entreprise ivoirienne. Et ça nous réconforte, parce que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement n'ont cessé de demander aux opérateurs ivoiriens de s'intéresser au secteur minier. Dédommagement, création d'écoles et d'activités génératrices de revenus sont entre autres les externalités prévues en faveur de la population environnante. Hors de Côte d'Ivoire, direction la Tunisie où se trouve en ce moment le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobenan Kwasi Adjoumani représentait la Côte d'Ivoire, invité d'honneur à la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche, le SIAMAP 2017. Entre autres activités sur place, le ministre a participé à plusieurs forums, dont celui de la femme agricultrice africaine. Parga Sorokone, notre envoyé spécial sur place. Représentant la Côte d'Ivoire, invité d'honneur à la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche au SIAMAP en Tunisie, le ministre des Ressources animales et halieutiques a participé au forum sur la nouvelle loi de l'investissement, un mécanisme pour promouvoir et améliorer le climat d'investissement dans le secteur agricole. À ses côtés, le ministre tunisien de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Kobenan Kwasi Adjoumani, a au cours de ce forum invité acteurs, hommes d'affaires, professionnels du monde agricole et opérateurs économiques de la Tunisie à la 4e édition du SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales, qui se tiendra du 17 au 26 novembre prochain en Côte d'Ivoire. Il a aussi exhorté les investisseurs à s'intéresser à la Côte d'Ivoire, un pays d'ouverture. Même discours à la 2e édition du Forum africain sur la femme agricultrice, autour du thème « Femme agricultrice africaine, actrice autonome de l'économie ». Nous avons salué le forum sur la femme agricultrice qui permet donc aux femmes de se retrouver et de réfléchir sur comment aider au développement de l'agriculture. Forum qui a vu la participation de nombreuses institutions internationales, mais également des femmes venues des 4 coins du monde, dont celle de la Côte d'Ivoire. Après quoi, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a visité les différents stands de la Côte d'Ivoire, occasion pour lui d'encourager et féliciter les exposants ivoiriens. Plusieurs autres visites vont également marquer cette 2e journée du SIAMAP 2017. Accompagné de ses plus proches collaborateurs et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie,
Kobina Kwasiya Djoumani va visiter successivement l'Institut tunisien des sciences et technologies de la mer, le musée national et le centre de la Goulette avec à l'intérieur un grand laboratoire et les unités des techniques de pêche et des ressources vivantes marines. L'entreprise de manutention en Côte d'Ivoire s'est imposée au fil du temps comme un acteur incontournable du transport maritime avec des activités très diversifiées. Pourtant, aucune réglementation, tant nationale, communautaire qu'internationale, ne précise clairement le statut juridique de cet acteur. L'ouvrage « L'entreprise de manutention portuaire en droit ivoirien » de Vincent Billet, dédicacé récemment, ouvre le débat et fait des propositions aux acteurs de la communauté portuaire. Chèque connaît. L'entreprise de manutention portuaire en droit ivoirien est une œuvre scientifique écrite par Vincent Abiabilé, expert en droit maritime. L'œuvre de 338 pages souligne la nécessité de sécuriser l'activité de la manutention portuaire qui baigne actuellement dans un flou. L'ouvrage parle de l'entreprise de manutention portuaire ivoirienne. C'est un acteur très important qui se postule aux deux extrémités du transport maritime, à l'import comme à l'export. Et malheureusement, nos tests sont imprécis sur son statut juridique. Et c'est de nature à mettre en péril la sécurité de ses activités. Cette œuvre veut contribuer à la clarification de la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire lors des contentieux devant les tribunaux. C'est une œuvre assez rare. Il n'y a pas assez de production en termes de publication pour le domaine du droit maritime privé. Et je crois que c'est une œuvre qui vient combler un vide. C'est une très bonne œuvre qui va apporter beaucoup dans le concert de secteur maritime ivoirien, surtout pour les concessionnaires maritimes que sont les aconniers et les manutentionnaires. Également les transitaires. Vincent Abiabilé est titulaire d'un doctorat d'État en droit privé, option maritime, obtenu à l'Université d'Abidjan. Il est par ailleurs consultant en droit des transports maritimes. L'axe Odiéné-Gbéléban sera livré en mars 2018. L'annonce a été faite récemment par la société chinoise en charge des travaux. Le bitumage de cette voie longue de 7,5 km a démarré en février 2016. Prévu pour ne durer que 24 mois, ces travaux vont être un peu plus longs en raison d'arrêts incessants dus à des incidents. Mais la société rassure les autorités locales, le délai fixé sera tenu. Moussa Konaté. La route Odiéné-Gbéléban sera livrée en mars 2018. C'est l'assurance donnée aux autorités locales par la société chinoise en charge des travaux. Long de 71,5 km, le bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban a démarré en février 2016 pour une durée de 24 mois. Mais les travaux ont connu des arrêts suite à des problèmes entre ouvriers et patrons chinois. Depuis quelques semaines, les travaux ont repris et s'accélèrent. Les équipes sont à pied d'œuvre. Les ouvrages de passage d'eau, les ponts sont en phase d'exécution. Le constat est fait par le sous-préfet d'Odiéné, Serge Rodrigue Zagou. Après une visite du chantier, l'autorité préfectorale se dit satisfaite des progrès réalisés. La société chinoise annonce avoir pris des dispositions pour tenir dans les délais. L'effectif des travailleurs a été renforcé et les outils de travail améliorés. 2 groupes sont à la tâche, l'une postée à Odiéné et l'autre à Gbéléban. D'Odiéné à Séidougou, long de 50 km, le terrassement est fini. Les travailleurs positionnés à Gbéléban progressent également vers Séidougou. À ce jour, 3/4 des travaux sont effectués selon la société chinoise et la pose du bitume est prévue pour janvier 2018. Le bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. La réalisation de cette voie est très attendue par les populations de la région du Kabadougou. La Côte d'Ivoire est en route vers l'autosuffisance en protéines animales. Le plan stratégique de la production de bovins en grande quantité se met progressivement en place. Il s'agit d'un plan qui vise à faire passer la production locale d'un taux de 30% à 60% de la viande consommée sur le marché ivoirien. Tous les acteurs de la filière travaillent à la mise en place du plan. La Fédération nationale des producteurs de bovins était réunie à cet effet à Téini, dans le Bonkani. Soro Corona, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Pour garantir un bon quantitatif et qualitatif à la production bovine locale, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique à 2012-2020.
L'objectif de ce plan stratégique est de faire passer le taux de la production locale de 30 à 60%. Tous les acteurs de la filière travaillent à la mise en place de ce plan. Depuis le début de l'année 2017, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire est sur le terrain pour l'organisation de la filière. À Téhini, dans la région du Bunkani, des producteurs et des bouviers se sont rencontrés. Au centre de ces retrouvailles, l'amélioration des races locales, l'accès plus aisé aux fonds de garantie du secteur, l'accès plus important aux intrants, au crédit et à la formation, l'identification de tous les acteurs, la modernisation de l'élevage en Côte d'Ivoire et les récurrents conflits éleveurs-agriculteurs ont été également abordés au cours de cette rencontre. Sur la question des conflits éleveurs-agriculteurs, les responsables de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire se sont engagés à travailler pour mettre fin à ces conflits aux conséquences parfois désastreuses. En 2014, la production bovine s'est limitée à 35 000 tonnes pour des besoins du pays estimés à plus de 282 000 tonnes, selon des données récentes. Le pays dispose d'un cheptel bovin de 1,5 million de têtes, élevé principalement dans le nord et le centre du pays. À Kolia, dans le département de Kouto, l'on dénombre 21 groupements féminins spécialisés dans les activités génératrices de revenus. Un tandem pour le développement lie désormais ces femmes au ministre Bruno Nabagné-Koné. Tandem qui se traduit pour les femmes par la promotion de la paix à côté de leurs activités et pour le ministre par un appui constant. Les précisions de Léon Brou. Effervescence à Kolia, région de la Bagoué. À l'origine, la célébration du tandem Bruno Koné, groupement féminin. 21 au total, leurs membres entreprennent des activités génératrices de revenus. Commerçantes, agricultrices ou artisanes, ces femmes veulent davantage contribuer au développement de Kolia par la promotion de la paix. Nous les femmes sommes résolument engagées à jouer notre partition dans la merveilleuse symphonie de la paix et de la cohésion sociale, vertu cardinale pour assurer le développement de notre région et la prospérité économique des populations. Les femmes n'auront pas été seules à prouver leur part dans l'essor actuel de Kolia. Face au témoignage des cadres, la réaction du ministre de la Communication. 300 seaux, 300 bassines et 250 complets de pagne pour 4 millions de francs CFA, des kits pour encourager l'autonomisation de la femme. Si vous continuez à travailler comme ça, ensemble, à être dans la cohésion, nous allons vous soutenir. Et il se trouvera d'autres personnes pour vous soutenir. Parce que si vous donnez 1000 francs à une femme, sachez que vous avez bien investi. Parce que ces 1000 francs-là, au bout de quelques temps, ça sera 2000 francs, ça sera 5000 francs, ça sera 10 000 francs, ça sera 50 000 francs, ça sera 100 000 francs, ça sera 1 million un jour. Le tandem Bruno Koné, femme de Kolia, est l'aboutissement de 3 ans d'action à la cohésion au sein des 21 groupements féminins. En se réjouissant donc de leur engagement, le ministre de la Communication invite les autres fils et filles de la Bagoué à s'inspirer de l'exemple de ses filleuls. Objectif, développement de la région. Reportage signé Léon Brou, RTI Boaké. Souvenez-vous, le 11 mars dernier, à Yakassé à Tobro, des violences avaient conduit un groupe de jeunes au saccage de la brigade de gendarmerie de la localité. Hier, samedi, l'état-major général des armées a servi de cadre à une réunion. Une rencontre entre le chef d'état-major général des armées, les chefs des grands commandements et les populations de Yakassé à Tobro. Des populations venues présenter leurs excuses. Herman Guivet. Sur la terrasse du mess des armées de l'état-major général, la jeunesse de Yakassé à Tobro, conduite par son président, présente ses excuses pour les actes d'incivisme et de vandalisme auxquels certains jeunes de Yakassé à Tobro se sont livrés un samedi 11 mars 2017. Ce jour devait être pourtant un jour de fête. Il devait voir l'inauguration officielle de la brigade de Yakassé à Tobro. Quand on est en faute, il n'y a pas de multiplication de paroles à faire, mais nécessité de faire profil bas. Nous, vos enfants, nous nous mettons en genoux pour implorer votre pardon et nous vous prions avec insistance de l'accepter tout en vous promettant que ces écarts de comportement ne se verront plus en notre sein.
Pour rappel, des jeunes en colère s'étaient rendus à la gendarmerie nationale pour que leur soient remis 2 individus qu'ils avaient eux-mêmes conduits à la brigade de gendarmerie. Devant le refus de la gendarmerie de donner satisfaction à leur demande, ils se sont livrés au saccage de la brigade. Un message de repentance appuyé par l'honorable CK Joseph, cadre de la région, qui a également félicité les forces de gendarmerie pour le travail abattu et plaidé pour le renforcement de leur capacité d'intervention. Nous, population de Yakassé-Atobrou, reconnaissons que nous avons failli aux règles élémentaires de l'hospitalité. Au nom de mes parents, à l'instar des jeunes qui l'ont fait tout à l'heure, pardon mes généraux, je vous prie de faire violence sur vous-même et dites-nous, mes généraux, nous vous pardonnons, car vous ne savez pas ce que vous avez fait. Un message de repentance qui a trouvé un écho favorable auprès des grands commandements de la gendarmerie nationale et de l'armée ivoirienne. Je voudrais donner des conseils à nos jeunes. Leur demander d'être à l'école de nos sages ici présents. Parce que ce 11 mars, vous avez été intraitable malgré l'intervention de nos chefs traditionnels. C'est ce qui nous a le plus peiné. Vous êtes totalement pardonnés. Mais le pardon aussi viendra de la suite. On peut demander pardon aujourd'hui et puis poser un autre acte demain. Donc le vrai pardon viendra après. Le vrai pardon viendra après. Ce que vous allez poser comme acte désormais au niveau de Yakassé-Atobrou, au niveau même de toute la région. Et j'insiste pour dire que vous devez être des agents de développement de votre région. Une cérémonie à cheval entre la tradition et le modernisme, du kaolin offert au grand commandement, signe de sanctification et de purification en pays atier, de quoi impulser une nouvelle dynamique dans la relation armée-nation dans la région de Lamé. Une Afrique sans amalgame dentaire, c'est le vœu de l'ONG centrafricain pour la santé environnementale qui en a fait son cheval de bataille. À cet effet, elle sensibilise la population sur les dangers liés au matériel utilisé en chirurgie dentaire. Franck Quadio nous en dit plus. En chirurgie dentaire, la pratique semble courante. Ils sont plusieurs souffrant de mal des dents à avoir recours à l'amalgame dentaire. Quand on va chez le dentiste parce qu'on a mal à la dent et qu'on constate que la dent ne fait pas autant mal, pourquoi on la supprime, pourquoi on l'enlève et on décide de garder la dent, on dit on va plomber la dent. Mais en fait, on disait plomber parce qu'on pensait que c'était du plomb à cause de la couleur grisâtre. Mais en réalité, ce n'est pas du plomb, c'est du mercure, de l'argent, du cuivre, de l'étain. Et c'est ce mélange grisâtre, cette masse compacte-là, baptisée plomb, qui en fait a pour nom réel amalgame dentaire. Aujourd'hui, les professionnels du métier et des ONG sensibilisent les populations face aux risques liés à ces solutions à base de mercure, un polluant neurotoxique interdit depuis 2016 dans l'Union européenne. Les pays, il faudrait que nous ayons des dispositions qui empêchent l'arrivée de ces produits dangereux, aussi bien pour la santé de nos populations que pour l'environnement dans nos différents pays. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, a pris part à la convention de Minamata au Japon qui prévoit l'élimination progressive de l'amalgame dentaire. Comme voie de recours, l'utilisation de composites subventionnés par l'État est d'ailleurs conseillée par l'Organisation des Nations Unies pour la Santé, OMS. Nous militons donc pour un changement des mentalités, pour une participation effective de nos États quant à améliorer et quant à respecter les traités et les accords qu'on a eu à adopter. À l'occasion de la 4e journée internationale de lutte contre les impacts environnementaux du mercure, l'ONG Centre africain pour la santé environnementale a donné le signal d'alerte en vue d'attirer l'attention des populations et des pouvoirs publics. La Côte d'Ivoire est de nouveau frappée par le deuil. Le monde de la littérature pleure la disparition de l'une de ses plus illustres membres. Regina Yaou, 40 ans d'écriture sans répit, va enfin se reposer. L'écrivaine a rangé sa plume, mais cette fois définitivement. Auteure de plusieurs œuvres avec un mélange de genres dont elle avait le secret, celle qui était pour les écrivains de la jeune génération une maman, un modèle dans le métier, s'en est allée dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 62 ans.
Le monde des arts et lettres est en deuil. Regina Yaou a rangé définitivement la plume. Elle est décédée dans la nuit de vendredi à la suite d'un accident vasculaire cérébral, AVC, à son domicile, à la Riviera Faya. La famille est encore sous le choc. Toute jeune, nous dormions dans la même chambre. Et ses écrits, c'est moi qui les lisais d'abord. Et je l'ai beaucoup encouragée. J'étais avec Regina dimanche à mon anniversaire. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Les professionnels du monde des lettres aussi ne comprennent absolument rien face à cette brusque disparition de l'écrivaine. Pour toutes les écrivaines de Côte d'Ivoire, c'est une grande perte. Regina nous avait toutes prises sous son aile. Elle était la conseillère. Et apprendre aussi brutalement sa mort sans qu'elle ne soit malade, c'est vraiment un choc. En 1977, elle a été révélée avec sa nouvelle La Citadine au lycée technique. On avait convenu, dans le cadre du prix Ivoire, d'aller à la rencontre des élèves du lycée technique ce 8 novembre-là. Née le 10 juillet 1955 à Dabou, Regina Yaou a à son actif une trentaine d'œuvres. Elle laisse derrière elle un garçon de 17 ans. Toute la rédaction se joint à moi pour présenter à sa famille les condoléances les plus attristées. Le Libéria vit au rythme des événements de ces derniers jours. L'arrêt des activités de campagne pour le second tour de l'élection présidentielle met à mal les activités économiques à Monrovia. Les affaires ont du mal à tourner à cause de la peur qui grandit et l'attente qui devient longue. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. Vous pourrez suivre son reportage dans nos prochains journaux. Et puis, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a révélé que plus de 5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA, avaient été détournés en Afrique de l'Ouest. Ces fonds affectés à la gestion de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 ont été détournés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone avec la complicité d'employés. Dans un communiqué, l'organisation se dit outragée par la découverte de ces fraudes et déterminée à poursuivre les personnes impliquées. Voilà, nous sommes à présent dans le magazine du dimanche et nous recevons Armand Desamours Angoran. Il est journaliste et responsable de la communication du salon Orijiji, un salon pour lutter contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Il a refermé ses portes le week-end dernier et Sita Soro était à la cérémonie de clôture pour RTI 1. Regarde. En Côte d'Ivoire, environ 80% des produits importés sont contrefaits, selon le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Toujours selon ce ministère, de janvier à septembre 2017, ce sont des marchandises frauduleuses ou contrefaites d'une valeur de près de 573 millions de francs CFA qui ont été détruites. Un fléau à la base de conséquences dramatiques pour l'économie ivoirienne. Pour apporter une solution à ce phénomène, s'est tenu récemment le Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle dénommé Orijiji. Un salon qui vise à la valorisation de l'authenticité et de l'originalité des produits, marques et services. C'est une plateforme de réflexion entre les opérateurs économiques, les institutions et les structures en charge des régulations. Il a également pour objectif de former ces opérateurs économiques et acteurs sociaux sur les dangers du piratage, de la contrefaçon et de la fraude dans toutes ses formes. Durant 3 jours, panélistes, exposants et visiteurs ont échangé sur plusieurs thèmes, notamment l'industrie de l'énergie à l'épreuve de la fraude et de la contrefaçon, l'industrie pharmaceutique, la guerre des médicaments de la rue, la contrefaçon des produits agro-industriels et le défi de la sécurisation de l'État ivoirien. Ce salon a permis de recueillir des informations relatives à la sensibilisation sur l'originalité des produits et services comme moteur de développement économique et social en Côte d'Ivoire. Alors, Desamours, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Pourquoi un salon de l'originalité? Un salon de l'originalité, tout d'abord pour contribuer à notre façon à la Côte d'Ivoire qui avance tout doucement vers l'émergence à l'horizon 2020. Un salon de l'originalité pour permettre aux Ivoiriens de comprendre qu'aujourd'hui, la contrefaçon est un fléau, est un danger qui mine la société et qu'il faut aller contre véritablement ce phénomène. D'accord. Et pourquoi la dénomination Orijiji? Alors, Orijiji, vous savez, en Côte d'Ivoire, dans l'argot ivoirien que l'on appelle le nouchi, oui. Lorsqu'on parle de Orijiji, on parle de ce qui est original.
Lorsqu'on vous dit par exemple au black market que votre produit est Origigi, cela relève donc de l'authenticité, de la maison mère, si on peut le dire ainsi. Donc nous avons décidé de prendre comme dénomination de ce salon Origigi pour permettre aux Ivoiriens de comprendre que c'est une question qui relève de l'intérêt national, mais surtout est une question qui est à la portée de tous et que nous devons tous nous mettre ensemble pour aller contre ce fléau qui est un danger pour nous. Alors dites-nous, d'où est parti ce déclic de créer une telle plateforme? Alors, Origigi, c'est l'initiative d'intelligence neuve, et avant même de commencer à parler de ce déclic, je voudrais dire merci au nom du comité d'organisation de cette 3e édition à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien et surtout à notre parrain, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba. Dire merci également au comité national de lutte contre la contrefaçon et la fraude, qui est piloté par le colonel Bayen. Dire merci au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le ministre Patrick Kwame, qui nous ont apporté un appui institutionnel assez intéressant. Alors, pourquoi ce déclic? Ce déclic est parti d'abord d'une intelligence neuve retrouvée au sein d'une plateforme. Ce sont des jeunes Ivoiriens, avec bien sûr pour initiateur et promoteur du salon, M. Ange Félix Ndapri, que je salue au passage, et toute son équipe. Et nous avons donc décidé d'insérer les petits plats dans les grands. Et le 1er mai 2015, lors du message adressé à la nation de son Excellence Alassane Ouattara, lors de la fête du travail. Lors de la fête du travail, bien sûr, le président Alassane Ouattara avait dans son message donné un extrait très fort relatif à la contrefaçon. Et donc nous nous sommes dit, tiens, nous étions dans la révélation, il faut y aller. Si le président lui-même, dans son message, déjà essaie d'orienter les Ivoiriens, il est bon que nous puissions lancer la machine. Voici donc d'où est parti le déclic. Et quels sont les objectifs Origigi, quels sont les objectifs Origigi, nous avons 3 grands objectifs principaux. Dans un premier temps, Origigi est créé pour participer à la sensibilisation, à la lutte contre le phénomène de la contrefaçon, du piratage et de la fraude. Deuxième objectif, il s'agit pour nous de promouvoir l'authenticité et l'originalité des produits, marques et services made in Côte d'Ivoire. Et puis, dans un premier temps, nous voulons faire la promotion de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire à travers, bien sûr, l'exhortation des créateurs, des entrepreneurs et surtout des opérateurs économiques pour qu'ils puissent protéger leurs produits, marques et services. Voici donc les 3 grands objectifs de ce salon. Et le salon a refermé ses portes le 27 octobre. Bien entendu, durant 72 heures. Pendant 3 jours. Donc. Voilà, pendant 3 jours. Donc, quel bilan vous en faites de cette 3e édition? Alors, aujourd'hui, c'est un bilan satisfaisant. Un bilan satisfaisant parce que en 2015, lorsque nous avions lancé cette machine, nous étions à une proportion alarmante. Nous étions à une proportion alarmante au niveau de l'état des lieux où, en termes de pertes pour l'État de Côte d'Ivoire et en termes de produits contrefaits saisis et détruits selon le ministère du Commerce, nous étions à 2,5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 500 millions, 573 millions. Nous seulement disons que, de pertes. Voilà, de pertes. Nous disons qu'il y a un travail qui a été fait par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement ivoirien, et surtout à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. C'est un salon qui nous donne beaucoup d'opportunités et le bilan est satisfaisant au terme de ces 3 jours. Des recommandations ont dû être faites lors de ce salon? Bien entendu, nous avons fait beaucoup de recommandations. Ce qu'on pourrait retenir ici, c'est qu'en termes de recommandations, nous devons continuer à accentuer la lutte. Il faut continuer à accentuer la lutte contre ce phénomène. C'est un fléau, c'est un danger pour nous. Il faut continuer également l'accompagnement institutionnel, ce qui est tout à fait important pour ces entreprises et ces différents partenaires qui nous accompagnent, mais surtout aussi pour l'État de Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il faut également continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, toutes les populations sont en proie à la fraude et à la contrefaçon. Aujourd'hui, la contrefaçon existe dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup de pertes. Aujourd'hui, dans le textile, chaque année, c'est au moins 50 milliards de pertes. Aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, chaque année, c'est au moins 50 milliards de pertes.
L'industrie de l'électricité est aujourd'hui également à 50 milliards de pertes. C'est dire que c'est énorme. Et donc, nous devons continuer la sensibilisation. C'est important pour nous. Continuer la lutte. Il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites, mais nous continuons la sensibilisation et nous espérons très bien que nous allons aboutir à des résolutions meilleures. D'accord. Et comment y parvenir? Des recommandations ont été faites, mais est-ce qu'il y a aussi des stratégies efficaces, durables, ont été mises en place pour pouvoir réussir cette lutte? Bien entendu, selon les experts toujours que nous avons reçus durant ces 3 jours, nous avons 3 grandes stratégies. Des stratégies qui se mettent progressivement en place, mais qui sont déjà actives selon le ministère du Commerce. Et vous avez d'abord comme première stratégie l'aspect de la prévention, parce qu'il faut d'abord anticiper. Si nous anticipons, nous pensons que nous n'allons pas arriver au pire. Bien sûr. Dans un deuxième temps, il y a le suivi du marché à travers les instances commises à la tâche. Ça, c'est le deuxième point de la stratégie. Et puis, comme troisième stratégie, les moyens de répression de la fraude elle-même. Vous savez très bien que l'État, dans sa mission régalienne, a mis en place un organe de régulation qui fait un travail énorme aujourd'hui et qui appuie le ministère du Commerce. C'est bien sûr le Comité national de lutte contre la contrefaçon, piloté par le colonel Bayen, comme je l'ai dit. Et donc, il y a un travail qui est fait. Et sur ces 3 grands axes stratégiques, nous comptons atteindre nos objectifs en matière de lutte contre la contrefaçon et la fraude en Côte d'Ivoire. D'accord. Et après 3 éditions, quelles sont les avancées notables donc en termes d'acquis du salon Origigi? Alors, en termes d'acquis aujourd'hui, voyez-vous, cette année, nous avons eu au total 7 panels, ce qui n'était pas le cas pour les éditions passées. 7 panels durant ces 3 jours. Et durant ces 3 jours, nous avons pu développer des panels, des sous-thèmes assez intéressants, des panels thématiques qui nous ont permis d'accentuer la formation non seulement des populations en termes de visiteurs, des participants en termes d'exposants, mais surtout des acteurs même au niveau des industries. Donc, en termes d'acquis, il y a la formation, il y a aussi le renforcement des capacités qui se met résolument en place grâce, bien sûr, à toute cette intelligence neuve que nous avons citée en départ. Et donc, il faut dire que Origigi avance tout doucement, mais nous luttons efficacement contre la contrefaçon et la fraude en Côte d'Ivoire, parce que c'est un danger pour les Ivoiriens, c'est un fléau et c'est une gangrène, on va le dire, à éradiquer, et nous allons y arriver. Tout doucement, mais efficacement. Des distinctions ont été remises lors de ce salon à des entreprises locales et des personnalités qui font de l'originalité leur cheval de bataille. Alors, quels ont été les critères de sélection de ces entreprises et de ces personnes? Alors, voyez-vous, en démarrage, nous avons tenu à dire merci à certaines personnes morales et physiques. Et donc, ces distinctions sont au nombre de 13. Nous avons tenu à la 3e édition à dire merci aux personnes qui nous donnent un appui depuis le démarrage, depuis la première édition. Et donc, ces distinctions ont été faites parce que des personnes nous appuient, parce que des personnes ont décidé de nous faire confiance depuis la première édition. Ce sont au total 13 personnalités politiques, économiques, sociales, culturelles qui ont été distinguées à travers un trophée symbolique. Et ce n'est pas rien. Nous voudrions encore leur dire merci sur ce plateau pour tout ce qu'elles font pour nous. D'accord. En termes de perspective, le salon Origigi, édition 2018, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, en termes de perspective... Quoi on doit s'attendre, oui. Alors, en termes de perspective, ce que je voudrais dire, c'est que ce fléau est un danger pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous permettez, environ 8000 femmes, selon les experts, ça donne à la vente de médicaments prohibés. Et c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, un Ivoirien qui va et qui achète ces médicaments, c'est dangereux pour lui. Aujourd'hui, il y a des documents administratifs qui sont contrefaits. Et le plus récurrent, ce sont les diplômes. C'est dit qu'également, c'est un danger pour toute la population. Donc, en termes de stratégie, nous allons porter encore plus haut notre voix à travers, bien sûr, la délocalisation et la décentralisation de cette organisation Origigi pour toucher non seulement certaines villes stratégiques de la Côte d'Ivoire, que je ne vais pas citer maintenant, mais aussi accentuer notre lutte en ce qui concerne toute l'Afrique de l'Ouest et partant de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tout entière, parce que vous savez que lorsque la Côte d'Ivoire se porte bien, c'est toute une Afrique qui gagne. Et la Côte d'Ivoire, dans sa marche participative vers le développement durable et l'émergence à l'horizon 2020, ne saurait se soustraire de toutes les techniques et stratégies pour amener
du bien aux populations de Côte d'Ivoire. Merci. Merci Armand Engourand, Armand Desamours Engourand, journaliste et responsable de la communication. Donc, merci à vous. Du salon Orijiji, le salon de l'originalité qui a refermé, je le rappelle, le 27 octobre dernier, qui a refermé donc ses portes. Merci d'être venu, Armand Desamours. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. C'est ici qu'on le referme. Bon dimanche sur notre chaîne.